J'aime bien parce que le sourire satisfait de Non, Sandra, pardon. qui sait de ce dont on va parler. Elle est contente, je le vois, mais elle parle à ma place en fait. Non, je suis trop heureuse. Je vois qu'elle est, tu vois, j'emmène ma fille à Boum Boum Villette. Tu vois. Coucou les jeunes légendes, c'est le code review numéro 59. 59 c'est quoi? Alors c'est le département de gradure, oui, par exemple, mais aussi celui de Roger du 5-9. Roger du 5-9, c'est qui? C'est le surnom qu'avait donné Jean Jass à Royce da 5-9. Et oui, il y avait ce jeu, vous savez, où on francisait des noms de rappeurs américains. Média Argent Facile. Ouais, c'était mon nom, effectivement, voilà, à la base, qu'il m'avait donné. Oh non oui. Ça met du temps. Bien sûr, okay. Maïzy, tout ça. Oui. Royce qui vient d'où? De Détroit. Bravo. Bien sûr, comme tous les 15 jours, nous allons décrypter l'actu du rap francophone sous toutes ses coutures avec un duo d'orfèvres, la lyonnaise qui ne sera jamais reléguée en Ligue 2. J'espère. Puisqu'elle restera toujours dans l'élite, Sandra Magic de Gomez. Comment vas-tu? Ça va super bien, merci. Et l'homme qui a tellement de CD physiques qu'il pourrait devenir la Fnac des Yvelines, Raphaël Boombox d'Acruz. Comment vas-tu? C'est moi, tout va bien, merci. Tu achètes encore des CD? Toujours. Oui. C'est trop important pour moi. Je suis plus attaché au CD qu'au vinyle. Je suis de la génération CD, moi. Tu les as comptés un jour ou pas? Non, et souvent on me demande combien j'en ai. Il faudrait que je le fasse en fait. Ouais. Il faudrait que je m'attelle à cette tâche, mais c'est long. Entre ton CD de Scarlatitude et ta fille, tu choisis quoi? Faut réfléchir quand même. Tu peux pas dire des dingueries comme ça. Mais genre, il y a un incendie chez moi. Je sauve le qui en premier, tu vois. La question se pose. La question se pose. Bon, aujourd'hui, je vous le dis, c'est la fin de saison. On se fait plaisir, hein, comme Damso qui sirote un cocktail en story. C'est de la régalade. On va se faire un Roland Gamos de. Non, pardon. On va parler de projets dont on avait vraiment très envie de parler, parce qu'on va parler de Jungle Jack, qui sort un nouveau projet avec Hologramlo, et d'un rappeur belge qui n'est pas encore à la retraite. Lui, c'est Hamza qui vient de sortir. Mania, on va commencer avec ça, si vous le voulez bien. Donc, Mania qui est 4e album studio d'Hamza, si je dis pas de bêtises. Bon, il y a énormément de projets qui sont sortis, qui arrivent 2 ans après Sincèrement, qui avait été un album, on peut le dire, de la consécration. Pour Hamza, on en avait parlé, d'ailleurs ici. 2e album le plus streamé de 2023. De l'année 2023, absolument. Ouais. Peut-être pas l'album préféré du FC Hamza ou des fanatiques de la première heure, mais en tout cas, celui qui l'a vraiment fait rentrer dans une autre dimension, une autre catégorie d'artistes. Et à un moment, d'ailleurs, où dans cette émission, on a peut-être parfois beaucoup parlé, non pas de la mort, mais en tout cas peut-être d'une dégringolade du rap mainstream. Hamza, aujourd'hui, est un rappeur mainstream. Est-ce qu'il arrive à tirer son épingle du jeu aujourd'hui dans ce cadre-là? Est-ce qu'il continue d'inventer? Est-ce qu'il continue de surprendre? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui en parlant donc de Mania. Sandra, peut-être commencer avec toi. Qu'as-tu pensé de ce nouvel opus d'Hamza? De mémoire, en plus, je crois que j'étais un peu la plus mesurée sur Sincèrement. Moi aussi, en fait, a posteriori, je me souviens que j'en avais parlé, alors peut-être moins que toi, parce qu'on parle d'Hamza, je suis rarement mesuré, mais c'est vrai que je me suis... je pense qu'on était assez d'accord sur le fait que c'était l'album qu'il fallait faire, je pense, pour lui à ce moment-là de sa carrière, mais pas forcément celui sur lequel nous, on allait le plus revenir. C'est sûr. Alors que, effectivement, Hamza, tu parlais des fans de la première heure, j'en fais partie, je pense. J'écoute toujours aussi régulièrement H24, surtout depuis que c'est revenu sur les plateformes, et 1994 également. Donc Mania, je l'appréhendais un peu différemment parce que effectivement j'ai compris qu'il avait changé de catégorie aussi et que ça allait être différent. Mais j'ai quand même été agréablement surprise de cette direction sur Mania. J'en parlerai plutôt en conclusion, mais globalement... il n'y a aucun mauvais morceau, ça je pense qu'il faut s'y attendre. Hamza, il a une recette, il est très bien entouré, tout est très bien produit. À ce niveau-là, on ne sera jamais déçu, je pense. Par contre, si on a un peu plus d'exigence, ça peut manquer de surprise. Et moi, je dirais que c'est ce que j'ai ressenti sur la première partie de l'album, et je dirais les on va dire 4 premiers morceaux, sans compter Kiki de Bondy qui a été matraqué, que je trouve c'est un très bon morceau, c'est très efficace, mais effectivement c'est un peu il est sorti différent. avant, il a déjà eu sa vie, quoi. C'est ça. Je trouve la tracklist un peu inégale. Ça commence à devenir pour moi assez intéressant et le niveau augmente à partir de Come and See Me, qui est un morceau que je trouve très réussi avec ce R&B rétro. On sent qu'il a samplé des trucs un peu intéressants, un peu différents. C'est un sample de R&B japonais qui date de 2002. Bah génial. Tu vois, c'est en plus même dans le choix du sample, il y a un truc d'aller chercher quelque chose d'un peu différent. Avec évidemment Party Next Door aussi, tout à fait. sur le morceau Come and See Me. Bon, voilà, globalement, ça s'entend quand même sur l'album,
c'est pas mal chanté. Il y a pas mal de morceaux chantés sur cet album. Et oui, il y a ce R&B canadien qui est en fond toujours. Il y a du Drake, il y a du Party Next Door, un peu partout dans ces morceaux-là. Mais je trouve que c'est réussi quand même. C'est intéressant. Mais mon plus grand intérêt, il va arriver à partir de la deuxième partie de l'album. Ça monte crescendo pour arriver à une fin de tracklist qui, personnellement, est un peu un perfect et un peu le best-of d'Hamza, selon moi. Je dirais à partir de Afri, il y a un morceau dansant compas, comme il sait bien le faire. C'est aussi, ça fait partie des trucs qui sait très bien maîtriser ce genre de... mélanger la légèreté, mais pas facile non plus, pas le truc le plus putassier. Et puis cette musique compas, on a envie que ça dure encore plus longtemps, on a envie que l'outro dure plus. Yesterday, qui pour moi est un peu le life version 2025. Destiny, sa meilleure forme rap R&B, avec un changement de prod, je crois. Incroyable. Vraiment génial. Je le dis, incroyable. Vraiment. Qui est fait élégamment et qui fonctionne très bien sur ce qu'il développe sur ce morceau-là. Exactement, avec beaucoup d'élégance, c'est un bon terme. Et Forever, pour moi, la forme ultime d'Hamza, la conclusion nostalgique parfaite. L'outro God. L'outro God. J'aimerais, moi, je propose un nouveau nom. C'est le mec qui fait les meilleurs outros dans la francophone. 1994, Minuit 13, Port la Vida sur Santa Sauce 2. J'avais été un peu déçu de l'outro sur Sincèrement. Voilà, je me dis qu'il m'a pas marqué plus que ça. Et là pardon, mais... Là, il remonte dans la catégorie des outros boss. C'est plus le sauce god, c'est le dessert god, quoi. Le dessert, oui, voilà, c'est ça. Voilà, il y a de la plume, en fait, derrière. Donc, je trouve que globalement, avec cet album, il prouve qu'il s'est un peu déchargé aussi de la pression de faire l'album que tout le monde attend. Ce que j'avais ressenti avec Sincèrement, où il était... dans une posture beaucoup plus conquérante. Même si ça restait quand même, comme tu l'as dit, assez élégant. Je trouve que il est jamais tombé dans certaines facilités que d'autres artistes de son rang peuvent... Non, mais c'est bien de le rappeler. Parce que moi, j'ai beaucoup d'estime pour sa musique et je sais qu'elle est jamais facile, mais il avait quand même... Oui, j'entends ce que tu veux dire, mais c'est vrai qu'il restait dans son couloir tout en essayant de peut-être cocher certaines cases. C'est un truc d'ailleurs qu'ils ont en commun, je trouve, avec avec SCH. C'est-à-dire que des gens qui ont réussi à avoir des très très gros succès, qui sont dans une ligue... dans la Ligue 1, on va dire, et qui restent quand même, qui gardent une forme d'exigence sur leur musique et de personnalité. C'est-à-dire qu'en fait, ça reste des albums d'SCH ou d'Hamza. T'as pas l'impression que c'est interchangeable, et parfois dans certains albums mainstream, on peut avoir ce sentiment-là. C'est vrai qu'ils ont ça en commun, je trouve, ces deux artistes-là. Et je rajouterais de goût aussi. Parce que, bien savoir choisir une prod, c'est quelque chose, même si on veut faire du mainstream et du commercial et du accessible à tous, voilà, c'est important, c'est d'autant plus important d'avoir quand même ce goût, cette esthétique, d'aller vers quelque chose de parfois un peu plus alternatif, de le mélanger à des trucs plus subtils. Et je trouve que ça a toujours été bien fait. Mais là, Mania, si tu veux, pour moi, c'est pas une tracklist parfaite, mais je vais énormément piocher dedans, ça c'est sûr. Et surtout, moi, ça me rassure un peu sur la posture qu'il a aujourd'hui, Hamza. J'ai l'impression qu'il se décharge vraiment du coup de cette pression et pour un rappeur qui est à ce niveau-là dans sa carrière, je pense que c'est ce qu'on doit faire maintenant. C'est ce qu'il doit faire, c'est qu'il y a moins cette posture de conquérant, il est moins dans une démarche de je dois convaincre les autres, mais pour moi ça laisse peut-être présager des bonnes choses pour la suite aussi, plus de liberté. Je reste sur ma fin sur la partie rap, effectivement, surtout quand il a teasé l'album avec des morceaux beaucoup plus rap en fait, beaucoup plus... Kiki de Bondy et Rat and Cheese qui n'est pas sur l'album mais qui avait été... il y avait un clip qui était sorti sur son nouveau... Enfin, un deuxième compte Instagram, Sauce qu'il a. Et voilà. Donc, et ça va aussi avec l'idée que je pense qu'il se permet des libertés, il expérimente un peu plus. Tout à fait. Moi je le veux là-dedans, Hamza. Et ça reste quand même un très bon projet. Au-dessus du lot du mainstream pour moi, très largement. Et avec des morceaux pour moi qui peuvent rentrer dans ce qu'il sait faire de mieux en fait. Oui. Moi je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a quand même 2-3 morceaux qui peuvent moi rentrer dans ma playlist Panthéon Hamza, tu vois. Voilà. Je mets Forever, évidemment, qui est incroyable. Bon. Je pense que je mets Destiny, je pense que je mets Smoking and Drinking, très bon aussi, qui est un morceau phénoménal. Je pense que je mets Slovakia. J'adore Slovakia. Et en fait, quand j'écoute cet album-là, en fait, je suis assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que le bémol qu'on pourrait mettre, effectivement, c'est que... Et est-ce que c'est un bémol d'ailleurs? Peut-être pas, parce qu'une carrière, justement, c'est intéressant de prendre des libertés, mais c'est que c'est peut-être, je vois pas forcément cet album-là comme une marche en avant. Tu vois, là où j'avais l'impression qu'à chaque fois, il y avait soit des nouvelles choses, soit il tentait quelque chose, soit nouveau producteur. Enfin, là, je vois ça comme un projet dans la carrière d'Hamza. Sincèrement, mine de rien, c'était une marche en avant. Je préfère écouter Paradise. Je pense que je préfère écouter Mania que Sincèrement, même si c'est trop tôt pour le dire, mais
par contre, il y avait un côté marche en avant, tu vois, il allait chercher autre chose. Là, j'ai l'impression que c'est Hamza qui fait ce qu'il sait faire, qui le fait très bien. C'est-à-dire qu'effectivement, il explore encore plus les tonalités R&B, il va encore plus sur des trucs afro, etc. Beaucoup de rythmique afro-swing, etc. Exactement. Des choses qu'il fait depuis longtemps. Sur Montagno Casanova dès 2016, exactement. En fait, donc en fait, finalement, toute la DA de l'album, c'est un album d'Hamza. Ce qui est quand même très agréable. Quand tu aimes un artiste, tu sais qu'en fait, 2 ans après, il revient et te donne 15 titres qui ressemblent à ce qu'il fait. Où tu vas pas avoir un feat que t'as pas envie d'avoir, tu vas pas avoir une prod que t'as pas envie d'avoir. Ce qui donne l'impression de Nocif, finalement, sur Sincèrement, Absolument. Où on se disait, l'intention était sans doute bonne, mais en fait, la réalisation n'était pas prévue. Et moi, je trouve que, d'ailleurs, et je sais pas si on l'avait dit, si je crois qu'on en avait parlé de Nocif dans cette émission, mais moi, je voyais l'intérêt du morceau, le côté presque un peu calculateur presque de ce morceau-là qui arrivait en plus après Fade Up, etc. Mais je dis, les gars, si ça porte l'album, tant que ça. Et au final, a posteriori, même si le morceau a cartonné, mais il a cartonné très rapidement parce qu'il y avait une forme d'effet, de phénomène autour de ça. Mais 2 ans après, c'est pas ce qu'on retient. On retient plus Free YSL ou Tsunami, j'ai l'impression, que Nocif. Mais il y a pas ça sur cet album-là. Il n'y a pas de morceau qui est censé passer en radio, si on parle encore comme ça, ou dominer les streams. Et d'ailleurs, le morceau qui domine les streams, c'est Kiki de Bondy. C'est un des morceaux les plus rap de l'album. Le morceau le plus rap. Et là, je rejoins complètement Sandra, c'est que mon vrai bémol, c'est qu'il y a peu de rap. Enfin, il y a assez peu de morceaux. Il y avait toujours un Free YSL, il y avait toujours du Joe Decimob, même il y en avait souvent 2, 3, 4, même une moitié d'albums qui pouvaient être assez rap. Sadio aussi, le morceau avec... Sadio, absolument. Là, il y a bien sûr Kiki de Bondy, qu'on connaît déjà par cœur. Il y a le morceau avec Werenoi que j'aime beaucoup, vraiment. Je trouve le morceau où effectivement il sort Werenoi de paix à son âme, mais de là où on avait l'habitude de l'entendre. Je trouve qu'il y a une vraie belle collaboration entre les deux sur un album où il y a peu de featuring, où d'ailleurs c'est le seul rappeur invité sur l'album. Je trouve le morceau vraiment mortel, mais hormis ça, je trouve qu'il y a assez peu de rap sur cet album-là, que c'est un album vraiment plutôt, il va continuer d'explorer ses capacités de chanteur, aussi multiples soient-elles. Donc moi, ça me plaît, j'ai toujours aimé cet Hamza-là, même si il me manque le côté un peu insolent, dégueulasse, provocateur qu'il pouvait avoir, qu'il a encore un peu sur certains morceaux. Mais je trouve que c'est un album qui ne me surprend pas. Je ne suis pas surpris. Il y a aucun morceau, peut-être le changement de prod sur Destiny où je me dis, ou tu sais, il y a un truc, je me dis, waouh, putain, il y a un truc là, tu vois. Mais j'aime tous les morceaux, effectivement, comme toi. Il n'y a pas un morceau que j'ai envie de skip, mais il y a pas de morceau qui me surprend plus que ça. Et c'est sûrement normal, hein. Ça rejoint un peu ce qu'on disait dans une émission récemment. Quand tu écoutes un artiste aussi régulièrement depuis 10 ans, c'est compliqué aussi d'être encore à nouveau surpris. Est-ce qu'il faut encore attendre ça? C'est une vraie question que je posais un peu et j'ai pas la réponse. Est-ce qu'on doit encore attendre ça de la part d'un artiste qui a produit autant de musique, parce qu'il a sorti énormément de musique? Je sais pas. Mais effectivement, ce disque-là me fait plaisir. Je vais l'écouter, mais je suis pas très surpris. Voilà. Je sais pas ce que toi t'en penses. Je vais me permettre une comparaison footballistique vu qu'on est trois amateurs de football. Ça j'adore. Tu parlais du côté provocateur qu'il avait. Effectivement, il y avait ce côté très badin et graveleux dans sa musique. Et il y avait le côté très prescripteur aussi avant, c'est-à-dire de toujours être une espèce de tête chercheuse, de défricher des nouvelles tendances, etc. Ce qu'il a été pendant très longtemps. C'est vrai qu'après 10 ans de carrière, après aussi le pack a été Sincèrement, et le fait que peut-être en prenant de l'âge et de l'expérience dans ce qu'il sait faire le mieux, comme vous le disiez très bien, il a envie de faire autre chose. Donc en fait, pour moi, il est un peu passé de Mario Balotelli, tu vois, le mec qui provoque devant. J'adore comment ça commence. Voilà. J'adore. Qui veut provoquer la défense et qui veut, tu vois, créer des espaces et y aller, à Andrea Pirlo. C'est-à-dire le mec qui est au milieu de terrain et qui est élégant dans son jeu, qui crée, tu vois, sans chercher forcément à être devant et à absolument... Je préfère être Pirlo que Balotelli en termes de carrière. En termes de carrière, bien sûr. mais pour moi, il y a un peu de ça aujourd'hui avec Hamza. C'est-à-dire que... Pardon, excuse-moi, je me permets un aparté. L'Italie de l'Euro 2012, magnifique football. Avec une attaque Cassano-Balotelli. C'était culotté. C'était du grand football. Et malheureusement, l'Espagne était trop forte en finale. Mais c'est la seule fois de ma vie où j'ai supporté l'Italie. Alors qu'il y avait le stigma de 2006. Oui. C'est pour ça. Mais c'était trop bien. Mais oui. C'était vraiment trop réjouissant comme équipe. C'était tellement la régalade. Et voilà. Et vraiment, ce duo Balotelli-Cassano, c'est un moment isolé dans l'histoire du foot. Et c'était le panache. C'était génial. Voilà. Pardon. Petite parenthèse.
Et pourquoi je dis ça? Parce que moi, effectivement, sincèrement, on revient effectivement à l'épisode où on avait parlé de Sincèrement. Moi, j'avais beaucoup aimé cet album parce que précisément ce que j'ai toujours aimé chez Hamza. Moi, en fait, c'est celui que je trouve le plus réussi parce que t'es moins fan de la première heure que nous, donc t'as peut-être trouvé aussi d'autres choses. Exactement. Et puis en fait, souvent, c'est vrai que j'ai un peu cette casquette casquette Yankees, Timbaland, etc. Mais j'ai mon autre visage qui est celui qui aime la soie et le R&B. Peignoir. Exactement. Peignoir Raph. Peignoir Raph, c'est mon surnom. C'est ton surnom. Exactement. Dans les Yvelines, il y a un mec qui se balade en peignoir. T'es le Ghostface dans les rues de New York, c'est un peu moi, tu vois. Avec beaucoup moins de soie que Ghostface. Mais bon, ça, c'est compliqué. C'est difficile. Mais voilà, en fait, précisément, moi, j'adorais ce pan-là de la musique d'Hamza. Je trouvais qu'il le faisait encore mieux sur Sincèrement, d'autant qu'il y avait un aspect sur Sincèrement qu'il n'y a pas sur ce disque, et c'est là où moi j'ai un bémol, c'est qu'il y avait beaucoup aussi de plus de sincérité, plus de confession, plus d'introspection. Alors il s'est jamais vraiment beaucoup épanché non plus Hamza, il n'a jamais eu des morceaux entiers comme ça, mais il y avait des petits bouts d'autobiographie, de recherche de rédemption sur certaines choses, etc. Ce qu'il n'y a pas sur ce disque-là. Il y a un petit peu, c'est une phrase. Forever, il parle de son papa, voilà, mais c'est vrai que c'est une phrase. Exactement. Par contre, là où je le trouve très bon, sur justement ce registre, à la fois sur des choses un peu plus afro-caribéennes, notamment afro-swing, il y a beaucoup de rythmiques de ce genre-là, ou alors carrément dancehall, le morceau avec Rema par exemple, et le sample de Chris Brown, c'est qu'il va plus loin dans ce qui fait le sel du R&B, et ce genre, même les choses un peu plus afro, c'est les relations sentimentales. Et je trouve que là, sur ce disque-là, il arrive à étayer un espèce d'éventail, de mosaïque sur tout ce qui peut faire des relations sentimentales, du plus torturé ou toxique par exemple, à des choses qui sont au contraire beaucoup plus légères. Je pense au morceau Smoking and Drinking par exemple, où en fait il parle juste de l'espèce de complicité très simple qu'il peut y avoir parfois dans des relations sentimentales, et je trouve qu'il le fait super bien. Il parle beaucoup d'amour en fait sur cet album. Exactement, il parle beaucoup plus d'amour qu'avant, ça a toujours été présent. Parlé, mais je veux dire là c'est vraiment, clairement le thème principal. Exactement. Il y a peu d'égo-trip, c'est vraiment ça quoi, les relations homme-femme en fait. Absolument, et c'est pour ça que tu parlais du morceau Forever. Il y a 2-3 morceaux comme ça sur l'album où il y a une espèce de relation épistolaire. Tu sais, on a l'impression qu'il envoie des messages. Alors, c'est les relations épistolaires de 2025. C'est des vocaux ou des messages sur WhatsApp, tu vois, ou des DM. Mais à des ex, ou tu vois, comme sur Come and See Me, par exemple. Il écrit à une fille qui est un de ses plans cul parmi tant d'autres, mais c'est sa préférée, et il veut garder cette espèce de lien affectif. Bref, tu vois, il y a plein de nuances comme ça que je trouve très réussi, parce qu'il le fait, il écrit très bien dessus, et il l'incarne, il le chante très bien, parce qu'il a la voix qui s'y prête bien, les instrumentaux aussi. Donc, pour moi, c'est une forme de continuité sur certaines teintes qu'il y avait sur Sincèrement, mais je vous rejoins là-dessus, ça manque d'un espèce de moment de coup d'éclat. Après, est-ce que ça dénaturerait pas la teinte globale de l'album, qui est justement ce truc beaucoup plus... L'album a le mérite d'être un vrai album, en fait, cohérent. Très velours, etc. Je trouve que ça fonctionne bien sur l'ensemble de l'album, là où effectivement, Sincèrement, à cause d'un morceau comme Nocif par exemple, mais même c'est vrai qu'il arrive à tenir l'équilibre sur Sincèrement avec des trucs comme Free YSL ou Tsunami, que je trouve des très bons morceaux, mais du coup, ça partait presque un peu dans tous les sens, même si lui, il arrive à tenir le morceau... Il y avait un morceau qui était clairement hérité de Honestly Nevermind de Drake. Oui, il y avait vraiment des choses qui étaient réussies, mais tu voyais là où ça allait. Là, c'était moins cohérent que cet album-là, c'est clair. Là, il est beaucoup plus cohérent, mais effectivement, voilà, quand on aime aussi Hamza, même moi, je le reconnais, j'aime aussi cet aspect chez lui, le côté aller chercher des trucs un peu plus crades, et même des instrus trap plus frontales, qu'il y a aussi sur cet album, mais c'est toujours des trucs un peu mélancoliques, etc. Oui, c'est ça. Voilà, il n'y a pas cette espèce de coup d'adrénaline qu'il peut y avoir chez lui, avec cette espèce d'arrogance qu'il pouvait avoir, un peu bête et méchante. Mais voilà, c'est pour ça que il y a un peu deux visages de l'album, et je comprends que certains fans, là je regardais un peu les réactions suite au truc, genre on s'emmerde un peu, etc. Je pense qu'au contraire, il y a certains auditeurs d'Hamza qui peuvent se dire il a un album en fait qui a une forme de cohérence dans cette teinte qui développe tout au long de l'album, quoi. Je pense qu'il faut accepter aussi, quand on est très fan de quelqu'un, d'un artiste ou d'une artiste, c'est que un album, c'est aussi un moment de ta vie. Oui. Et en fait, on peut parfois être frustré parce qu'on n'a pas Joe Decimob 3, voilà. Mais en fait, c'est un moment de sa vie. Il a envie de se faire ça. C'est une expérience, c'est un moment, c'est ce qu'il doit raconter. Et moi, j'aime bien quand c'est... En fait, parce que je me dis des fois, tu sais, on va se replonger dedans dans 8 ans, dans 10 ans, comme moi, quand je réécoute Paradise, etc. Paradise, par exemple, c'est un album qui est sûrement mon préféré d'Hamza, qui est un album très particulier aussi, qui arrive à un moment très particulier de sa vie, tout à fait. qui est aussi un album assez sombre, et il avait besoin de faire ça à ce moment-là. Et donc ça, c'est ce qui se passe dans le cerveau d'Hamza sur ces 2 dernières années, c'est ce qu'il avait envie de faire. Donc des fois, il faut accepter. C'est dur quand t'aimes quelqu'un et t'as envie qu'il te refasse vivre les moments par lesquels t'es passé. En fait, là, t'auras pas ça maintenant. Parce que là, il te raconte ça. Et si t'aimes moins,
passe ton chemin, peut-être tu reviendras sur le prochain. Mais parfois c'est un peu compliqué à accepter parce que tu veux revivre ça. Et en fait, voilà, moi je trouve que c'est effectivement un album très c'est l'album de 2025 d'Hamza de ce moment-là. Je pense qu'il est en phase avec lui-même et avec ses envies, avec ses états d'esprit du moment en fait. Et c'est ça qui le rend intéressant, je pense. Exactement. Tu veux dire que non, je le sens très apaisé aussi dans sa démarche, donc c'est pour ça que ça me rassure pour la suite en fait. Je pense que ça aurait été ridicule justement d'avoir un Jody Simop 3 où il se force à faire le mec énervé alors qu'il a envie de parler d'amour. Voilà, tu vois, il évite l'écueil par exemple de la sexy drill, tu vois, qui aurait pu être un espèce de truc sur lequel il aurait pu facilement aller. Il préfère au contraire les... J'aurais quand même bien aimé qu'il sexy drill, qu'il invite Cash Cobain. Oui, j'aurais aimé. Bon, Mania en tout cas, un nouvel album d'Hamza qui est disponible. J'imagine que tout le monde l'a déjà écouté, en tout cas les personnes qui nous regardent, mais voilà, n'hésitez pas à le réécouter. Je pense que c'est un bel album d'été aussi. Il y a des morceaux vraiment parfaits pour l'été. Par contre, il y a un sens du timing justement sur tous ces trucs un peu chaloupés. C'est très bien. On continue, autre ambiance pour le coup, avec un artiste prolifique. On a déjà parlé de lui à plusieurs reprises dans cette émission. Après Cognac et Cigarette, son projet avec Jean Jass. J'aime bien parce que le sourire satisfait. Non, Sandra, pardon. qui sait de ce dont on va parler. Elle est contente, je le vois, mais elle parle à ma place en fait. Non, je suis trop heureuse. Je vois qu'elle est, tu vois, j'emmène ma fille à Boum Boum Villette, tu vois. Elle sait qu'elle va... C'est moi devant Crimland. Devant l'île de la Tortuga. Nouvel album de Jekyll Jack. C'est ça, exactement. Donc, il a sorti il n'y a pas longtemps le projet avec Gigi. Et là, il sort donc Crimland, un projet avec Don Dada Records et avec Hologram Low à la production et avec quelques-uns des meilleurs rimeurs de ce pays qui viennent l'épauler au micro. Untrill, Alpha One, Nesram. Voilà, la question c'est est-ce que Jungle Jack continue de nous régaler la chic? Voilà, Raph, on commence avec toi. Je te laisse, tu vois, je te fais attendre en plus. Ça va être très peu nuancé, très peu objectif. C'est quoi, moi aussi, parce que là, je trouve que Jungle Jack, il est dans sa zone. Là, on parlait de sport tout à l'heure. Là, c'est Game 6, là, tu vois, là, il est dans sa zone. Je trouve que sur ce disque, donc on avait effectivement parlé il y a quelques mois de Cognac et Cigarette. Là, je trouve qu'il rappe même encore mieux que sur Cognac et Cigarette. C'est assez magistral, là, la démonstration de rap qu'il fait tout au long de ce disque. Alors, il y a toujours la bouffe qui est jamais loin. C'était un peu le fil conducteur de Cognac et Cigarette avec Jean Jass. Concurrencer comme le riz quand t'as enlevé le surplus d'amidon. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Bon, voilà, ça marche très bien. Tu vois, là où je me suis dit, il est vraiment très fort, c'est qu'après, quand il est d'amidon, il fait pas une rime avec Valérie d'Amido. C'est ça. Je l'attendais, moi. Je me suis dit, est-ce qu'il va la faire? Ah, c'est jamais facile. Non, c'est vraiment un super rimeur. Parce que plein de mecs l'auraient fait, cette rime. Non, en fait, il fait rimer le lait d'amande Alpro avec Pascal Pro. Oui. Exactement. Bravo à lui. Et tu me tends une perche parfaite parce que ce que j'aime aussi sur ce disque, c'est Pascal Pro. C'est ça, j'adore. C'est surtout que il y a plus de commentaires politiques et sociaux qu'avant. Il y avait toujours un peu ce truc-là chez lui, mais là donc il parle de Pro, il parle de Betaram, il parle d'Elisabeth Lévy, de Raquel Garrido. La face sur Lévy, elle est extraordinaire. Je sais plus si je traîne avec un alcoolique qui ressemble à Elisabeth Lévy. Magnifique. Grandiose. Et donc voilà, il y a tous ces trucs-là qui fonctionnent très bien parce que c'est un disque dans lequel il est aussi beaucoup question de dignité et d'intégrité par rapport à ce qu'il a vécu avant et comment aujourd'hui justement grâce au rap il arrive à sortir un peu de cette espèce de marasme existentiel dans lequel il était. Et donc il en parle beaucoup dans ses choix de vie, dans sa façon d'envisager le rap, en évitant les compromissions en fait. Il y a aussi beaucoup ça. Oui. Et voilà, et en fait c'est ces sujets qui peuvent être très sérieux ou très âpres comme ça quand on en parle, mais en fait lui il fait toujours des rimes absolument magnifiques. À un moment donné il fait rimer 1000 francs suisses et 1000 francs string, tu vois pas arriver, tu vois, juste pour te parler en fait de justement ce confort matériel, quoi. C'est assez fabuleux. Et puis il a des images, genre le couteau il veut plus utiliser un couteau pour couper autre chose que des steaks, et tu comprends ce qu'il veut dire par là. Déjouer l'horoscope et la loi de Murphy. À un moment donné il te parle des scammers coach en finance et qu'il veut pas être comme eux, tu vois, etc. Donc il y a toujours des images très fortes avec des multis bien sentis et très maîtrisés. Et donc, tout au long de l'album, c'est un régal en termes de rap. Et puis, pour la première fois aussi, parce qu'il y avait un peu ce côté école Ménilmontant, où c'était très démonstratif. Et c'est un régal, hein. On va pas s'en cacher, on adore ça tous les trois autour de la table. Mais il commence à se dévoiler aussi un peu plus du coup derrière ça. Et je pense notamment au morceau qui est mon morceau préféré du disque, qui est Stuntman Jack, où il parle justement un peu plus de son parcours cabossé, de celui de ses potes, etc. Et comment aujourd'hui il arrive un peu à savourer le fait qu'avec grâce au rap et grâce au travail qu'il met dans le rap, il s'est un peu sorti de tout ça. Et puis surtout en plus avec les prods de l'eau. Évidemment avec Jean Jass ça marchait très bien, mais l'eau je le trouve vraiment très singulier, original dans sa manière de... Il y a des prods vraiment, il y a des prods on va dire plus
convenu, c'est ce que tu attends. Et puis il y a des choses vraiment qui sont assez surprenantes. Très surprenantes. Notamment la prod de Dreamcast, etc. Donc je me demande même si elle a même pas été fait avec des trucs de jeux vidéo. Parce que c'est clairement en tout cas l'effet que ça nous fait. Effectivement, il y a des choses plus radical parfois. Exactement. Et Low, en fait, il est très fort pour ça. C'est quelqu'un qui sait très bien aussi chercher la boucle originale. Il y a des trucs, il y a des samples. T'as l'impression que c'est des échantillons vocaux de, je sais pas, jazz funk japonais ou coréen. Enfin, il y a des trucs très très bizarres comme ça. Et puis, c'est quelqu'un qui a du groove aussi. J'en parlais avec Jean Jass, mais c'est ça. C'est vraiment cette sensation de groove qu'il arrive à réactualiser, toujours en plus en allant chercher des sons de batterie différent à chaque morceau. Tu sens vraiment que c'est ce genre d'extrémiste, quoi, Low, mais qui le fait jamais de manière démonstrative ou gros sabot, quoi. C'est juste que c'est un mec qui a du goût dans cette manière de faire ce type de rap là, et c'est jamais encore une fois les gros trucs caricaturaux qu'on a en général dans le boom bap ces dernières années, tu sais, genre des prods à la Griselda ou ce genre de trucs qui peuvent être très bien faits, hein, mais là pour le coup c'est autre chose, pas du tout ça. C'est des trucs très ambiants qui peuvent aussi être très patates. En fait, ce que j'aime beaucoup avec Low, c'est qu'il arrive à la fois à prendre le grain très sale du boom bap, mais aussi avoir ce truc du funk dont j'ai déjà parlé, ces rythmiques un peu héritées de la 3-6 Mafia, etc. Et comment il arrive à mélanger les deux. Je pense notamment au morceau Vendeur d'art, avec cette interlude incroyable sur un genoun, etc. Bref, je vous laisse écouter. Bref, c'est 13 titres magistraux en fait, du début à la fin, et je trouve qu'il arrive à faire encore mieux que son précédent disque, donc qui était déjà excellent. Donc là, je sais pas ce qu'il mange au petit déjeuner justement, mais c'est très fort, quoi. Bah, à mon avis, beaucoup de champagne. Beaucoup de champagne, visiblement, ouais, c'est ça. Du vin. Mais juste, il y a un truc aussi qui est... Effectivement, tu dis c'est pas du Griselda, et c'est vrai, mais je pense que Griselda a joué un rôle sur ces projets-là, tu sais. Rock Marciano ici, surtout Rock Marciano à un moment donné. Mais même, tu sais, sur ce côté, on peut refaire du rap, tu vois, on va dire dans une forme un peu plus... Orthodoxe. Pardon ? Orthodoxe, pour reprendre les propos. Mettez-moi la lumière là. Encore je parle de Philippe Fragione. mais c'est la fin de saison. Oui. Hein, mais tu vois, je pense qu'ils ont remis au goût du jour un truc de on peut le faire, on peut sortir des petits EP, il y a un truc vraiment, ils ont démocratisé ça. Et juste un petit truc, et après je donne la parole, pardon Sandra, mais je suis très heureux qu'ils citent la caution et les cautionneurs à deux reprises. Il dit, les gens parlent comme un sampleur SO la caution, et moi tu sais à quel point j'adore la caution, notamment ce deuxième album de la caution. Et après à la fin de l'album il cite les cautionneurs 93 km/h comme les cautionneurs, la version longue. C'est quoi ces rimes de connards du rap, putain. Écoutez l'album des cautionneurs, excellent album. Bien sûr. Et je me souviens d'un clip où t'avais, je crois, Nick Fury avec un maillot du PSV Eindhoven dans le clip, et c'est très Nick Fury-esque de faire un move comme ça. Voilà. Sandra, t'as pas aimé toi, je crois. Non, pas trop. Pas trop, j'ai skip. Je vais paraphraser parce que j'ai trouvé ce projet extraordinaire. Et ouais, tu le disais, il y a une euphorie quand je lance ça. Je sais que, en fait, c'est des gens qui déçoivent pas. C'est des gens qui ont une vision de la musique aussi qui est... En fait, il y a une exigence sans jamais avoir un côté pompeux. Il y a une prise de plaisir qui est énorme. Le projet, il sort 3 jours après qu'il l'annonce. Il n'y a pas d'annonce, on le fait et puis c'est tout. Ils font toujours de la musique. Juste une phrase sur Low. C'est un mutant qui traverse les années, il fait du rap en fait, enfin il fait des prods, il produit comme si on était encore 15 ans en arrière dans l'énergie, j'ai l'impression, tu vois, l'énergie de la jeunesse où tu as envie de créer, tu as un côté curieux, tu vas chercher des trucs. Il bosse avec beaucoup de très jeunes artistes. Ça on en a déjà parlé, il est toujours dans ce qui va se faire, il est à l'écoute de toutes les nouveautés et en même temps il a son expertise qui fait que ça va être trop bien fait, mais voilà, la curiosité, je trouve ça quand même assez impressionnant comment il arrive à garder ce truc là, à pas tomber dans les trucs attendus. Et puis Jungle Jack, effectivement je l'ai trouvé, pour pas répéter ce que tu as dit, beaucoup plus personnel, mais tout en restant, c'est lui quoi, on vient parce qu'il va trop bien rapper. Ça va être virevoltant. Voilà, on va passer un très bon moment, et à un moment il va glisser un truc un peu plus perso. Notamment je trouve que sur ce projet il parle plus du monde du travail, et je trouve qu'il le fait trop bien. Aussi, quand il dit plus jamais je laisse une RH me parler sur un ton pet sec, paix à mon dernier taf, ils m'ont béni en me renvoyant. Il y a plein de phases comme ça où on en sait un peu plus sur lui, on va dire, au-delà de savoir ce qu'il aime manger, et je trouve ça trop bien. Et puis il y a aussi le casting que je trouve trop
trop satisfaisant. Don Dadaesque. Don Dadaesque, mais purée, la crème de la crème. Parce que normalement, dans une équipe, il y en a toujours un. Bon, il est là parce qu'il est là, mais il est moins bon. Mais eux, ils sont juste trop forts, en fait. Ouais. Et quand Alpha One, moi, j'étais en train de prendre des notes quand je l'entends dire comment ça, tu m'écoutes sans prendre de notes? Et je me suis dit, ouais, tu m'as eu, là. C'est génial. Et les SRAM aussi, je le trouve vraiment incroyable, les SRAM. Et puis j'ai vraiment la vision, quand j'écoute ce projet-là, j'ai des images, parce que c'est ultra référencé, qui décrit des choses très précises, mais aussi je les vois, ces mecs-là. Je vois les SRAM et Jungle Jack parler sur un banc, les SRAM qui lui dit si je mets un jean, c'est que je vais voir une meuf, et puis après parler de trucs complotistes, ils nous écoutent sur nos téléphones et tout. Puis le passe-passe au troisième couplet, tu vois, des deux. Tu auras eu Jack et les SRAM avant GTA 6, après GTA 6, c'est trop bien. Bon, si un jour ils veulent sortir un EP commun, je pense que c'est bienvenu parce que je trouve qu'il vraiment ça match trop bien entre eux. Untrill, toi, soit tu te sapes comme moi, soit tu payes ton loyer. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je suis moins pieux que la meuf dans le mien. Voilà. C'est vraiment le haut niveau du rap. Le haut niveau du rap. Je leur souhaite vraiment même pas que ça prennent une autre proportion. On a compris que tu voulais pas que on l'a déjà dit avec Isha. Je leur souhaite que ça stagne dans leur vie globalement. C'est horrible cette image que tu me colles. Non, je le dis parce qu'à un moment, il le dit, il a une phase là-dessus, il dit c'est juste du bon rap, casse pas ton crâne, c'est pas si deep. Ouais. Mais en fait, c'est pour ça que c'est aussi bien. C'est parce que tu le fais, parce que juste t'es trop fort, t'aimes ça. Et effectivement, il y a plein de références à son amour du rap. Mais il le fait aussi sans trop de stratégie, de réflexion, d'ambition. Et en fait, c'est comme ça que tu fais le meilleur truc. Et juste, tu traînes avec les meilleurs aussi, tu t'entoures des meilleurs producteurs, des meilleurs rappeurs. Voilà, juste continue comme ça, j'ai envie de te dire, s'il a besoin d'un de mes conseils, bien sûr. Mais nous, tu nous régales. Donc, vraiment, un projet extraordinaire à écouter. Moi, j'aimerais bien Hologramme dans Processus. Ah, mais j'imagine que toi aussi. Quand il veut. C'est que je veux pas parler, je crois. Ça va être un épisode de 3 heures. Ouais, mais carrément. Ce serait trop bien. Bon, je suis d'accord avec vous, c'est rien de répéter ce que vous avez dit. Évidemment, Crimeland, c'est trop bien. Et effectivement, c'est très virevoltant. Quand on aime ce style de rap-là, ça rebondit. Il y a un truc très ludique, je trouve, à écouter. Au-delà de ce qu'il raconte, tu as le côté pas si deep, etc. Mais en vrai, il y a des trucs. Et c'est deep, mais il y a vraiment un truc ludique, je trouve, à capter tout ce qu'il raconte, à voir comment ça rebondit. Donc voilà, Crimeland disponible, aussi Hologramme Low, Jungle Jack. Et puis voilà, on peut aussi, rapidement, mais tu l'as dit, mais c'est vrai que le run aussi de Low, c'est projet commun. Low comme Jean Jass, puisqu'on l'a cité et que les deux ont travaillé avec Jungle Jack, cette espèce de producteurs qui viennent, qui prennent un rappeur et on fait un projet commun qui dure 3 titres ou 13. C'est vraiment cool, quoi. Ça, il y a un vrai truc assez réjouissant aussi là-dedans. Passons au coup de cœur. Du coup, et peut-être avec toi, Raph, qu'as-tu envie de nous conseiller? Je vais vous parler de 2 EP. Il y a un double coup de cœur aujourd'hui, mais qui sont liés. MCT Apply Pressure Volume 1 et OG KD, décidément, j'ai du mal à dire, OG, qui ont un point commun, qui sont produits par Madism, producteur historique du rap français, qui a fait les grandes heures, notamment du label For My People, il y a de nombreuses années de ça. Et donc, j'aime beaucoup ces 2 EP. Parce que c'est ça en fait, c'est du rap aussi intransigeant. MCT, c'est un duo composé de Fresh One et Black P, qui sont des rappeurs du Bois-l'Abbé à Champigny-sur-Marne. Et ils ont déjà une belle poignée de disques là depuis 5 ans, mais c'est sans doute un de leurs meilleurs là. Et pour vous situer le truc, MCT, c'est vraiment du rap crapuleux, poisseux, dur, mais jamais caricatural. Ils incarnent très bien ce qu'ils rappent. On parlait de Griselda, j'ai parfois lu que c'était un peu le Griselda à la française, mais c'est presque pas leur faire justice, parce que ils font pas du tout les mêmes copier-coller dans les flows, dans les choix d'instru. Il peut y avoir parfois ce truc un peu dissonant qu'il y a dans les prods de Griselda, mais comme ils bossent avec Ism, c'est pas du tout le cas. Et par contre, oui, c'est ce qui s'en approche le plus dans l'esprit, c'est-à-dire vraiment ce rap crapuleux et même parfois drôle, tellement c'est virulent, quoi. Et OG Kedi, lui, par contre, c'est un rappeur de Grenoble, grand fan de rap californien, et pour le coup ce disque c'est beaucoup plus un truc de ride, beaucoup d'instrus plus lentes, très nourris avec des espèces de samples de soul, mais toujours un espèce de commentaire aussi en filigrane un peu social ou politique, jamais les gros sabots non plus, et qui rappe très très bien. Il y a plein de rebonds dans sa manière de rapper, de rimer, et voilà, je trouve que les deux disques se complètent très bien. Il y en a un, c'est un peu pour rider de jour et l'autre pour traîner la nuit, quoi. Et voilà, et je trouve que c'est très 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 réussi pour les deux, quoi. Très bien, Sandra. Moi, je vais vous parler de Jeanne Morty qui vient de sortir Éponyme, donc un très gros projet d'une nouvelle tête. C'est un projet qui était très attendu dans la scène underground. On va dire que ces derniers mois, la hype est montée, mais j'en parle vraiment sans
sans hype, sans euphorie quelconque, vraiment premier degré et de manière très objective. Je trouve que c'est un très très bon projet. Pour vous donner un peu une estimation, j'ai le même feeling qu'en écoutant 24 de La Fève, qui est un album qui m'a énormément accompagné. Je sais que cet album, je vais beaucoup l'écouter. C'est un album où il y a plein d'hommages aux grandes années de la trap. Donc évidemment, on retrouve des choses qu'on aime, mais avec une vision novatrice, propre à son époque, à son âge aussi, parce que c'est un jeune rappeur de 23 ans. Il y a toujours un contre-pied moderne, beaucoup de respect de la musique, on le sent, mais avec une espèce de spontanéité qui pour moi est une fausse spontanéité, parce que quand on écoute, qu'on a l'habitude un peu de ce genre d'esthétique, on se rend compte qu'il y a quand même, c'est très sophistiqué. Il y a, en fait, c'est plein de tentatives, plein d'expérimentations, mais c'est absolument pas brouillon. Et vraiment, c'est très agréable à écouter. Je pense que c'est quelqu'un qui va être suivi ces prochaines années et qu'il faut suivre en tout cas. Donc voilà, écoutez Éponyme. La hype est méritée, en tout cas, les gens n'en ont pas trop parlé pour rien. Et il a fait monter la sauce avec des morceaux qui ont très bien marché sur TikTok notamment. Comme quoi, il faut aller aussi plus loin que ça. Ouais. Vraiment Éponyme, très très bon projet. Très bien. Eh bien moi, comme c'est l'été et qu'il vient de sortir un nouvel album, je vais écouter Mania, donc j'ai rien à vous dire. J'écoute Hamza et c'est écoute tout. Hamza, ça va être génial. On se retrouve dans 2 semaines. Salut.